Bonsoir. Je suis impressionnée. Bonsoir à toutes et à tous. Je sais qu'il y a des hommes, des femmes. Est-ce qu'il y a des auditrices de Business de Meufs ce soir? C'était assez timide là. Est-ce qu'il y a des auditrices de Business de Meufs ce soir? Merci d'être venue. Alors ce soir, j'ai avec moi Léa, créatrice de Merci beaucoup. Bonsoir. Que vous avez sûrement déjà entendu dans le premier épisode du podcast, le tout premier. Est-ce que vous l'avez écouté ou pas? C'est le contrôle ce soir, c'est vraiment genre... J'ai choisi Léa parce que c'est la personne qui était avec moi au premier épisode du podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast a 3 ans. Maintenant, j'ai lancé en 2020. Ouais. Et pour fêter l'anniversaire du podcast, voilà, je ne pouvais pas faire venir quelqu'un d'autre que Léa pour qu'elle puisse nous raconter son aventure entrepreneuriale depuis maintenant... depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, c'était en 2019, pour la petite histoire. Est-ce que tu te rappelles quand on était sur un bout de table à Lisbonne avec un petit enregistreur? Sur un canapé, dans un appart, tranquille. Ouais, je me rappelle très bien de ce premier épisode. Oui. Un peu à l'arrache, mais au final... Qui a duré 15 minutes. Pas très ambitieuse à l'époque, mais c'était cool. Je démarrais dans l'interview, c'était assez timide. Donc ce soir, donc j'ai fait venir Léa parce que c'est la première personne qui est venue dans le podcast, donc j'avais envie de la mettre à l'honneur et qu'elle nous raconte son aventure entrepreneuriale parce que c'est important de voir la progression qu'il y a eu. Et notamment que... Oui. Progression. Il y a une... Je sais pas si c'est progression. Il y a une très... il y a une énorme... Oui, il y a pas mal de choses quand même. Un chemin en tout cas. Il y a des choses à raconter. Et pourquoi? Parce que voilà, ça fait 3 ans, c'est une date importante pour moi, parce que le podcast, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de lancer et vraiment, j'ai envie de mettre à l'honneur tout ça et de pouvoir enfin rencontrer les personnes qui l'écoutent, ce podcast, en vrai. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Donc merci encore d'être là et je remercie Axonaut qui permet d'avoir cet événement ce soir parce que c'est important d'être soutenu dans cette aventure entrepreneuriale. Voilà, les remerciements. Merci. Donc pour resituer les choses, Léa, on va commencer par refaire une présentation. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, ce que tu fais ? Oui, alors je suis Léa. Qu'est-ce que je fais? Sachez que je n'ai toujours pas trouvé de mots pour définir ce que je fais. Je cherche encore. Si vous avez une idée à la fin, venez me voir, je suis intéressée. Je définis ça aujourd'hui comme créatrice de contenu et d'espace. Attention, c'est pas fini. Dédié aux sexualités conscientes et positives. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je faisais? Ok, trop bien. Super. Donc, en gros, je crée du contenu, que ce soit digital ou en présentiel, ou des espaces, c'est-à-dire un peu des soirées comme ça où les gens peuvent discuter, ou des ateliers en physique pour, du coup, discuter de manière bienveillante de cul, en fait, tout simplement. Que ce soit dans l'échange ou que ce soit dans la mise en pratique. Et à la base, donc, du coup, créatrice de contenu, parce que toute cette aventure a commencé sur Instagram, mais qu'elle s'est développée en dehors et au-delà des reels et des posts. Comment décrirais-tu ton rôle finalement en tant que créatrice de contenu? Quel impact tu penses que tu as? Oui, c'est un peu trop. C'est trop là. Mon rôle, c'est-à-dire dans la société, au sein de mon entreprise, chez moi toute seule. Bah oui, ton rôle finalement avec toute la... Enfin, pourquoi tu as décidé de créer une communauté? Pourquoi tu as décidé de parler de sexualité? Alors, j'avais pas décidé de créer une communauté vraiment à la base. Je crois que c'est juste que j'ai commencé à parler de cul sur Internet et les gens ont dit « mais en fait, nous aussi, on a envie de parler de cul. » Et au final, je me suis rendu compte avec ce taf que beaucoup de gens avaient cette envie d'échange en toute simplicité. Donc, en vrai, j'ai juste commencé à parler... de mes expériences, mais juste surtout de mes questionnements et de ce que je trouvais après. Donc ça part de quelque chose de très personnel, de problématiques très perso, des réponses que je trouve et de me dire, en fait, il y a plein de trucs sur Internet, je sais pas pourquoi on m'a jamais dit ça, je sais pas pourquoi j'avais pas accès à ça, ok, vas-y, je vais mettre ça sur Instagram. Et au final, 10 000, 30 000, 50 000, 40, jusqu'à 200 000 personnes plus tard qui sont là, genre, nous aussi, ça nous intéresse, en fait. Et donc de là, en fait, c'est développé après toute la partie entrepreneuriale, mais à la base, c'est vrai que c'était surtout genre...
ouais, vas-y, viens, on parle de cul. D'ailleurs, je me rappelle bien, la première fois que je t'ai rencontrée. Qu'est-ce qu'elle va sortir comme dossier? Non, c'est pas un dossier. Mais en fait, Léa, quand je l'ai rencontrée, elle me parlait de son compte comme si elle avait 2-3 personnes qui la suivaient. Voilà. Et en fait, un jour, on discute, nanana, et là, elle me dit « Ah oui, j'ai 40 000 personnes qui me suivent. » Mais elle me dit ça dans le plus grand des calmes. Et moi, j'étais époustouflée, en fait. Elle se rendait pas compte de la puissance du message qu'elle véhiculait. Et en fait, je me dis que des fois, il y a des pépites, mais qui se rendent pas compte. Ouais, non, mais c'est surtout que malgré tout, la création de contenu, par rapport à cette activité, tu restes toute seule chez toi devant ton téléphone. Donc 40 000 abonnés, ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Je parle pas à 40 000 personnes. Aujourd'hui, c'est plus. Toi, t'as l'impression. Mais c'est 200 000. Mais je parle pas. Là, je parle à un grand nombre de personnes comparé au nombre de personnes à qui je parle quand je suis devant. Enfin, t'as pas l'impression d'avoir 200 000 personnes quand tu parles. Non, mais heureusement d'ailleurs. Mais t'as pas une pression. T'imagines? Mais moi, je me rappelle, j'avais 100 abonnés sur Insta. Moi, je flippais. Je me dis, si je raconte une connerie, ils vont le repartager, ça va faire un effet boule de neige, je n'aurai plus de réputation. Donc, quelle est la pression quand tu as 200 000 personnes et tu te dis, je vais appuyer là, et t'as pas une pression? Il y a un truc, non, bah, au bout d'un moment, ça fait 5 ans que je fais ça, donc au bout d'un moment, il y a un truc qui se détache, tu vois. Tu t'es plus à même de. Enfin, ok, de toute façon, je vais faire des erreurs, ok. Aujourd'hui, il y a ce truc où je me dis le contenu Instagram en particulier, parce que du coup, je suis vraiment présente sur Instagram. Il y a tellement de contenu qui est posté tous les jours, il y a tellement de choses que, en fait, qui est petite t'es noyé dedans. paillette dans un océan de contenu, tu vois. Donc, il y a un peu ce truc où je me dis, même si je fais une erreur, demain, tout le monde aura oublié, en fait. Et moi, c'est vrai que ça me paraît important parce que moi, je fais la vidéo, je poste le truc, mon Dieu. Mais en fait, la personne qui regarde, elle est sur ses toilettes comme ça, elle swipe, t'inquiète pas, si ça l'intéresse, elle reviendra. Mais en vrai, au final, c'est pas aussi engageant pour les gens qui te regardent que pour toi qui crée le contenu. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai réussi à lâcher prise sur ça parce qu'avant, la moindre petite story de 15 secondes, je pouvais passer 3 heures dessus. Aujourd'hui, je me poste comme ça dans mon lit et puis ça marche très bien aussi, quoi. Ok, moi je suis pas encore... je dis ça, non, c'est bon, j'ai fait des stories sur un lit d'hôpital alors que j'avais le Covid, donc donc on est sur des... Non, c'était pas grave, hein, vous inquiétez pas. Et en fait, quel a été ton plus gros challenge quand t'as décidé de créer ta page Insta? Aucun. La page Insta, franchement aucun. C'est pas quand j'ai créé, c'était vraiment... Instagram, il n'y avait pas trop de comptes comme ça encore. Non, c'était juste, j'ai jamais vu des gens parler de ça, vas-y, je vais essayer. C'est plus au fur et à mesure, quand le sujet a commencé à être plus abordé et qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, c'est pas tant la création, c'est plus la survie du compte qui est compliquée que la création. Parce que je fais face à de la censure, je fais face à un algorithme qui est pas trop favorable à ce genre de conseils et qui met pas en avant un contenu qui est sur la sexualité et féministe et oh mon Dieu, donc ouais, c'est plus aujourd'hui l'algorithme qui change mon positionnement et mes stratégies de contenu, ouais. Et ça, c'est un peu chiant parce que du coup je suis vraiment dans une espèce de truc où je dois choisir entre ce que moi j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de transmettre et ce qui va être vu, ce qui va être consommé, ce qu'Instagram va push aux gens. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une différence entre ce que j'aimerais faire et ce que je délivre parce que Instagram reste même si c'est mon outil et ma plateforme qui me sert à vivre aujourd'hui, ça reste, elle est très limitante sur certains aspects, quoi. Donc je dois un peu me plier. Après tout, c'est une entreprise aussi, donc je dois un peu me plier à ses caprices, quoi. Ouais, d'accord. Donc en fait, ton contenu, il est un petit peu dilué finalement, oui, par rapport à. Mais autant dans juste, je poste quelque chose et en fait c'est montré à genre, je crois un truc comme 20% de mon audience et puis après si ça match, hop, il y a plus de gens qui le voient. Mais aussi dans juste en fait autant dans le fond que dans la forme, parce que. Ouais, dans la forme, Instagram attend mais c'est un peu... je regardais un truc sur la TikTokification des contenus, un truc comme ça, mais c'est littéralement ça, en fait. Tu vois, c'est des codes hyper rapides, hyper cut, hyper machin, de plus en plus courts, de plus en plus...
Sauf que c'est vrai que pour mon contenu, qui parle quand même d'un sujet qui est hyper intime et qui a besoin de nuances, de beaucoup de nuances, Instagram, il n'y a pas du tout la place à la nuance. Et Instagram, tout le monde voudrait que tous les posts parlent d'eux. Je ne sais pas comment c'est possible, mais... Et donc, du coup, en ça, c'est vrai qu'il y a des challenges. Je me réveille des fois du matin et je vois que ma story a 3 vues et demie parce que... alors que j'ai mis tout mon amour dedans, et le jour d'après, je mets juste une photo de moi dans mon lit, et là... Dans mon lit, je suis en pyjama, on est d'accord, il n'y a rien de... Mais... Et là, j'ai genre mes stats qui explosent, donc c'est vrai qu'il y a un peu une ambivalence avec Instagram qui est un peu difficile à... En fait, Instagram voit tout, mais moi, je ne vois rien, je suis dans le flou complet. Donc, j'avance un peu toujours en testant des trucs par-ci par-là, mais c'est vrai que ça dictait à un moment, en tout cas... tout ton contenu, tu te sentais plus libre de pouvoir... Et donc, ma manière de gérer mon entreprise, quoi. Oui. Donc, en fait, comment t'as initié le projet? D'abord, t'as décidé de créer ton contenu, et après, c'est après que les produits sont arrivés, ou ça s'est fait au fur et à mesure? Oui, donc non, ça a vraiment commencé par du contenu, parce qu'en fait, alors à la base, je voulais faire des vidéos sur YouTube, mais alors quand je me suis rendu compte qu'il fallait faire 6 métiers en même temps, j'ai très vite abandonné. J'ai essayé de faire une vidéo, ça m'a pris 6 mois, j'ai dit ouais c'est sympa, mais en fait, on laisse tomber. Et du coup ouais, j'ai commencé en postant des trucs sur Instagram, mais je me prédestinais pas du tout, je savais pas trop où est-ce que ça allait, tu vois, j'ai pas du tout commencé en me disant vas-y j'ai un produit, c'est ça que je veux vendre et je vais créer toute une stratégie autour. Et donc je pense que c'est plus au bout de presque 2 ans en fait de contenu sur Insta que j'ai commencé à développer une réponse en fait à... J'ai un peu eu ce truc où j'ai eu accès à toutes les problématiques et toutes les questions des gens et toutes les peurs et toutes les attentes, et de là en fait j'ai créé quelque chose. J'ai plus attendu de faire dans ce sens-là. Et donc j'ai créé le premier produit que j'ai vendu, c'est des workshops en ligne. Donc c'est-à-dire c'est comme des petites formations, comme les formations marketing, mais du coup. Donc du coup c'est des vidéos avec plein de conseils théoriques et pratiques sur une problématique en particulier, parce que je me rendais compte qu'en fait on avait beaucoup la même question, on avait beaucoup les mêmes problématiques, et je me suis dit ok je vais prendre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu, tous les témoignages, et de là, je vais pouvoir créer quelque chose de super complet qui répondra à tout ça. Et du coup, ça s'est développé vraiment au fur et à mesure, quoi. T'as commencé par des workshops, ensuite le jeu. Non. Le jeu. Tu veux l'ordre chronologique pour de vrai de mes projets? Non, je l'avais noté. Des workshops? J'avais noté. T'as noté, tu sais mieux que moi. Est-ce qu'elle était là pour la création du jeu, Astrid? Ouais. Alors, oui, non, mais non, t'as raison. Je pense que le jeu, ça a été le... Ah non, mais en fait, c'est que je compte pas ça comme un projet, un produit, mais il y a eu l'influence, en fait, tout simplement. Ah oui, d'accord. Et c'est ça aussi qui est parfois un peu compliqué à faire comprendre aux gens aujourd'hui, c'est que l'influence, c'est une partie de mon métier. C'est une presta à part entière de mon taf, mais c'est pas l'entièreté de mon travail. Mais donc du coup ouais, ça a pris beaucoup de place en fait après les workshops, parce que finalement les annonceurs venaient direct à moi. Au niveau des tarifs, c'est franchement je crois le métier le plus intéressant du monde. Si vous voulez le taux horaire, c'est un truc de ouf. Si tu comptes pas, non c'est vrai, je dis ça, mais ça dessert complètement le taf, parce que c'est pas vrai en fait. Si tu comptes tout le temps que tu passes à créer du contenu tout le temps. Donc du coup ouais, j'ai développé pas mal l'influence, sauf que voilà, jusqu'à récemment c'était de ça que je vivais, ou que je faisais vivre mon entreprise. Et depuis là 2023, là début 2023, on est en train d'opérer on fait un virage à 90 degrés, on essaye de se détacher de l'influence. Je dis on d'ailleurs, puisque du coup, juste, je suis plus toute seule. Il y a eu aussi ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, être influenceuse, c'est un peu être toute seule, tout le temps. Et c'était pas très drôle. Surtout vu le sujet dont je parle, tu vois, j'avais ce besoin de construire quelque chose avec d'autres humains, d'autres personnes qui ont d'autres problématiques, d'autres perspectives en tout cas de ce sujet-là, pour pouvoir faire un truc plus interactif, plus humain, tu vois. Et donc du coup, ouais, mon activité, elle évolue un peu au fil de ce qui se passe et de mes envies. Ça part toujours d'un besoin finalement, d'un besoin que fait remonter ton audience, et finalement tu crées quelque chose qui... D'un besoin ou d'une envie spontanée de ma part, je ne sais pas. Quand je repense au jeu, je me dis, est-ce que c'était une envie ou c'était... Non, c'est vrai, t'as raison. Non, ça vient souvent des deux. Le jeu, donc en fait, du coup, j'ai créé un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Un jeu dans juste le format, mais c'est des cartes avec des questions pour juste pouvoir aborder des conversations et des discussions sur la sexualité. Mais oui, clairement, ça venait d'un besoin, puisque finalement, en fait, après peut-être...
2 ou 3 ans à créer du contenu, j'avais beaucoup de gens qui venaient me dire c'est super, trop bien tous les conseils. Maintenant, j'arrive pas à en parler à mon ou ma partenaire. C'est trop bien, mais dès qu'il faut communiquer, je bloque. C'est trop bien, mais mon partenaire, ça ne l'intéresse pas. Ok, en effet, il y a une autre problématique, c'est la mise en application et c'est juste même pas trop la concrétisation, mais juste parler de tous ces sujets, les faire sortir du purement digital et les aborder. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en effet, le jeu de cartes, c'est une bonne idée pour rendre le truc beaucoup plus ludique et beaucoup plus léger. Ouais, pour lancer le dialogue. Ou pour lancer le dialogue, exactement. Et donc, du coup, en fait, ces questions, finalement, c'est un résumé de toutes les questions que je reçois le plus souvent. Soit des questions, soit de... En fait, j'ai un peu réfléchi le truc en voyant les problématiques des gens, en tout cas concernant la communication, de me dire comment je fais pour que la personne arrive à comment est-ce que je fais pour que la personne arrive à cette conversation avec cette personne en posant la question de cette manière, tu vois. Donc ça a été reprendre un peu tout ça et le transformer en quelque chose d'interactif. Et surtout, je crois que ce qui m'importe le plus moi dans tout ce que je fais, c'est que les gens puissent s'approprier en fait ce que je fais et que ce soit pas j'ai pas du tout envie de me positionner comme étant la solution à un problème. C'est c'est merci beaucoup, c'est ça, elle a dit, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est genre, ok, je te mets entre les mains quelque chose que tu peux te réapproprier entièrement et c'est toi qui es au centre de la discussion et c'est tes besoins, tes envies et pas ce que tu as lu sur Internet, quoi. D'accord, donc tu es pour avoir se l'approprier, donner ses propres définitions, ses propres envies et de pouvoir l'utiliser dans son quotidien finalement. Ouais, complètement. Aussi bien l'oracle aussi. On en parle de ce figure d'oracle aussi. Mais ça, tu vois, typiquement l'oracle, ça n'a pas été une prise de décision entrepreneuriale comme on peut l'entendre. Ça a été vraiment plus la partie influence dans le sens où, à un moment donné, quand tu commences à avoir de l'audience sur Internet, il y a des maisons d'édition qui vont venir te contacter parce qu'elles vont se dire tiens, cette personne elle a du monde, ça va être intéressant, tu vois. Ça a été vraiment un projet, même si j'ai adoré dans le contenu le faire. Qui finalement pour moi ça rentre juste dans le rouage de t'es une influenceuse, ça buzz, vas-y il faut faire un produit. Donc ça c'est une autre démarche. Donc ça je parle, c'est un oracle en fait, c'est donc toujours dans le format des cartes. C'est un peu la matérialisation du coup des workshops qui sont ces vidéos. Donc tous les conseils qui sont résumés sur des cartes. Donc le format oracle en fait c'est que tu as une quarantaine de cartes que tu poses, tu tires une carte et tu peux avoir des exercices et des questionnements sur la sexualité. Hyper cool à créer et toujours dans cette réappropriation. Mais après, si je dois trouver un vrai sens et une vraie valeur, c'est vrai que pour le coup, je me suis un peu sentie je me suis un peu fait déposséder prendre, un peu fait prendre dans le rouage du capitalisme, ok, il y a une grosse maison d'édition qui vient, attention, mon Dieu, waouh. Donc ça a été ça a été plus ok, j'ai une opportunité, du coup je le fais, plutôt que vas-y, j'ai grave envie de le faire et il y a un réel besoin, tu vois. Bah après c'est une manière aussi de tester, de voir aussi ce qui te plaît, ce qui te plaît moins. Donc si tu l'as pas testé, tu peux pas savoir au final. C'est vrai, et c'est vrai que ça résume un peu toute l'entièreté de ma carrière qui finalement était pas du tout tracée. C'est juste ok, je teste et puis si ça marche et si ça marche pas, je passerai à autre chose. Et en fait, je fais ça un peu tout le temps, quoi. Même aujourd'hui, je teste des trucs et puis après je suis là, bon c'est des tests un peu chers au bout d'un moment quand je produis moi-même mes tests. Mais Discutons, c'était complètement ça, c'était complètement un test et aujourd'hui c'est quelque chose qui devient complètement central. Discutons, c'est le jeu de cartes du coup de conversation. C'est devenu complètement central dans mon activité et j'ai envie de pivoter, de faire ça vraiment quelque chose un vrai projet. Parce que du coup, c'est un projet que tu as initié, qui a amené le jeu, mais qui a amené aussi des soirées Discutons, qui a amené un podcast aussi Discutons, qui a amené tout un élément. C'est vraiment... En fait, de ce que tu me dis, on voit bien qu'il y a un moment où il faut que le projet dans lequel tu te lances ait du sens, typiquement, et vraiment que ça amène quelque chose de plus et que les gens puissent l'approprier, typiquement les soirées et puis le podcast. Oui, complètement. C'est vrai que... mais ça, comme tu vois, regarde, pareil, ça a été ok, il y a un jeu qui sort, il y a une soirée de lancement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un podcast, on va faire du dating. Et au final, on l'a fait, au final, ça marche et les gens kiffent et on se dit, ok, vas-y, ça devient un vrai truc. Au final, ce qui m'importe, c'est vraiment le retour des gens qui utilisent le jeu plus que le produit en lui-même, puisque finalement, au niveau des idées, il y en a toujours des idées, trop même. Mais celle qui accroche et qui reste, c'est vraiment, ok,
celle-ci, les gens, en effet, ils trouvent un réel but, et complètement décorrélé de juste acheter parce qu'il faut acheter, mais genre vraiment ça fait du bien, quoi, tu vois. Quand tu reçois des messages de gens qui te disent waouh, ça m'a vraiment aidé à ça, tu te dis ok, je crois que je suis dans la bonne direction et c'est vraiment vers ça que je veux me diriger, tu vois. Ouais, ça apporte de la vraie valeur en fait. T'es pas du tout dans un truc où tu dis bon ok, bah je vais faire tel produit parce que ça m'a ramené de l'argent finalement. Enfin, si ça peut, je dis pas non. Aujourd'hui, j'en suis pas encore là. Malheureusement, c'est vrai que je prends pas des décisions trop en ce sens, et ma trésorerie le voit. Hein, que j'ai tendance à plus à me dire ouais, ça me plaît, c'est cool, et j'y vais, au lieu de faire des business plans et des trucs comme ça, des business models. Mais oui, non, clairement, ce qui m'importe avant tout, c'est l'impact que ça pourra avoir plutôt que les thunes que je peux me faire, quoi. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, maintenant que t'es plus seule, parce que t'as démarré, t'étais toute seule, à quel moment tu t'es dit maintenant il me faut une équipe? Bon, j'ai démarré, j'étais pas vraiment toute seule, mais bref, c'est une autre histoire. Mais je me suis retrouvée seule, ouais, pendant un moment à gérer tout ça. Je me suis dit ça franchement assez rapidement, dès que j'ai commencé en fait à avoir des échanges commerciaux avec des partenaires, où je voyais qu'en fait la partie commerciale, waouh, j'étais là, je ne sais pas faire ça, je n'ai pas envie de faire ça, et que vraiment ce qui m'intéressait c'était la transmission d'infos et que c'était la création de contenu. À partir du moment où j'ai vu qu'en fait ça y est, ça dépassait et mes compétences. Tu vois, comment j'ai commencé à bidouiller un site internet, c'est super, mais en fait, quand ton site, au bout d'un moment, il n'est pas sécurisé, il y a des trucs partout, enfin, tu vois, tu as des liens, tu tombes sur d'autres pages. Enfin bref, je me suis dit, bon, c'est sympa, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais. Mais maintenant, si j'ai envie d'avoir un peu de secret quand même, il va falloir que je fasse des vrais trucs, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, ouais, ça faisait déjà 2 ans, je pense, 2 ans et demi que c'était lancé. Et ouais, progressivement, je me suis dit, même juste en fait, il y avait le partage de la charge mentale, puisque finalement, en fait, à se retrouver... En fait, quand t'es juste créatrice de contenu, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a ce truc, ok, bah tu fais une vidéo, tu postes ta vidéo, hop, tu prends ton chèque, tu prends ton virement, voilà, c'est fait. Mais là, comme j'avais le développement en plus de produits, de projets, de services, en fait, tout ça, encore une fois, c'est toute la partie entrepreneuriale, mais en fait... moi, je sais pas du tout faire ça. Je pense que je suis pas entrepreneur. Tu es une artiste. Voilà, je suis pas entrepreneur dans l'âme. Je suis créatrice, et c'est vrai que à partir où on a commencé à me parler, c'est toi qui m'a commencé à me parler de la CCI, de l'URSSAF, et j'étais de quoi parler de compta et des trucs, et j'étais là wesh, c'est toi des mots je connaissais pas. Donc là, je me suis dit ouais non, peut-être ça peut être bien. Et ouais, donc c'était vraiment ce truc de juste, honnêtement, et en termes d'énergie, et en termes de temps, et en termes de juste plaisir, en fait, ouais, j'ai besoin de travailler avec des gens, ça m'intéresse pas, en fait, d'être toute seule et t'as senti une solitude au bout d'un moment, et puis l'envie d'avoir d'autres idées. Ouais, exactement, j'ai l'impression que je crée mieux quand ça fait une espèce d'effet ping-pong avec quelqu'un. Et c'est vrai que ouais, je me suis un peu retrouvée confrontée parfois à la solitude que ça peut être d'être entrepreneur toute seule chez Watt, en train de tout faire toute seule, à des fois rester enfermée 3 jours parce que je suis sur mon site ou mon montage de ma vidéo et que j'ai oublié qu'il fallait sortir de chez soi et se doucher, tu vois. Ouais, là, je me suis dit, j'ai fait staff pour kiffer à la base. C'est quand même un métier qui humainement trop bien. C'est dommage qu'en fait, derrière, backstage, je suis en train de comme ça chez moi, tu vois. Oui, comme ça, le bruit. Mais la recherche, elle a été un peu hasardeuse, quoi. C'est pareil. Dans le truc de je suis pas entrepreneur, je suis juste quelqu'un qui a eu un projet à un moment et des idées, des envies, et qui reçoit des sous maintenant pour ça. Ok, j'ai envie d'avoir d'autres personnes, mais en fait, comment on fait? C'était pas évident et puis de trouver une bonne équipe avec qui travailler, surtout quand c'est toi qui pilotes, et surtout quand tu as des notions que tu as envie de déléguer, mais tu sais pas ce que tu dois déléguer exactement et quel est le périmètre, c'est assez compliqué. Ouais, j'apprends. C'est un vrai métier de déléguer et manager. Et encore une fois, en fait, je me suis retrouvée dans cette situation où en déléguant ou en travaillant avec d'autres personnes, ça me rajoutait une charge qui était de former les gens. Et j'étais là, mais en fait, comment on fait ça? Je sais pas faire. Et puis j'ai pas envie de le faire. C'est juste, tiens, je te donne mon idée. Managez-vous seul. Managez-vous, voyons, bah voilà. Comment ça, t'as pas compris ce que j'ai dans la tête? Je comprends pas. Mais même encore aujourd'hui, c'est un truc que j'apprends et qui est pas du tout inné, quoi, tu vois, ouais. de manager, parce que c'est une chose d'avoir des relations humaines, c'est une autre encore une fois, transmettre une idée à quelqu'un pour qu'elle la réalise de cette manière, dans des bonnes conditions, parce que j'ai quand même ce truc où, encore une fois, moi je me fais kiffer dans mon taf, donc j'ai pas envie que les gens avec qui je travaille, je veux pas les tyranniser, tu vois. Donc finalement, je me retrouve à apprendre plein de nouveaux métiers tout le temps.
et manager et du coup. Mais ça n'avait pas été trop difficile de lâcher prise finalement, de laisser quelqu'un d'autre faire des choses que toi t'avais l'habitude de faire sur certains points, parce qu'il y a des trucs que t'avais pas du tout envie de faire. Donc finalement... Oui, la compta bizarrement. J'ai lâché prise direct, hein. Il n'y a pas eu de souci. Je te la fais, vas-y. Oui et non, parce que en effet, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes, j'ai vu tout de suite la valeur de la personne, dans le sens où j'ai besoin de toi, en fait. Là, je suis à un moment où je suis débordée, je suis à un moment où j'arrive plus à faire de manière optimale toutes ces tâches. Donc, en fait, vas-y, fais-le. Alors, certes... moi, ce qui a compliqué un peu tout ça, et je pense qu'il est très propre à mon travail, c'est que tout est relié à mon image, et littéralement à mon visage. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un produit pour moi du contenu, l'audience va le voir, mais va rattacher à moi, Léa, avec cette tête que je vois dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai qu'en ça, le lâcher prise, parfois, peut être un peu compliqué, puisque du coup, si la personne qui travaille pour moi écrit une dinguerie, oui. C'est pas l'entité, l'entreprise, c'est Léa, tu vois, que les gens à quoi les gens vont associer l'idée. Oui. Donc en ça, c'est toujours un peu compliqué, puisque du coup, c'est mon image et que du coup, parce que ton image est associée à ta boîte, finalement. Oui, complètement. C'est Léa, c'est Merci beaucoup, c'est les deux. C'est ça, Merci beaucoup, c'est Léa. Et du coup, alors, c'est un super avantage pour plein de choses, mais pour d'autres choses, c'est vrai que ça limite beaucoup. J'ai appris que mon entreprise n'était pas scalable. Oula. Vous connaissez ce mot ? Oui. Je connaissais pas. Et donc, du coup, elle n'était pas scalable parce que c'était ma tête partout et que du coup, ça rendait les process. On ne peut pas déléguer tout, puisque si à partir du moment où il faut ma tête pour créer un produit, on peut pas. C'est compliqué, tu vois. Donc voilà, donc j'apprends encore. Donc aujourd'hui, c'est un des défis. Comment est-ce qu'on rend Merci beaucoup, on détache Merci beaucoup de l'image entièrement, tout en gardant quand même, je pense, un visage, parce que c'est ça qui est important et qui fonctionne. En tout cas, là-dedans, c'est le côté où on peut s'identifier à quelqu'un. La personnification de... Ouais, et puis le côté bonne copine avec qui on peut parler. Je pense que si je parlais de sexualité, mais derrière mon écran, qu'il n'y avait pas d'image, pas de quoi, ce serait un peu, la meuf, elle est là, elle prône, mais soyez libérés, c'est super. Par contre, on verra jamais, tu vois, j'assume pas ce que je dis. Donc voilà, ouais, c'est des enjeux, après, je pense qu'ils sont propres à mon activité en particulier, mais si je revenais 5 ans en arrière, c'est un truc auquel je réfléchirais avant, tu vois, ça. Est-ce que j'ai envie de rattacher mon image complètement à mon activité ? Ah, t'aurais créé vraiment une entité propre ? Je sais pas, mais j'y aurais réfléchi autrement, je pense. Oui. Après, peut-être pour un autre business ? On verra. Mais non, mais... On dirait, tu sais, peut-être un autre enfant. Oulé. Oh, c'était mais déjà... je suis parmise, là, de postpartum. Quand on commence, voilà, c'est comme le tatouage. Là, tu commences, tu fais 1, 2, 3, et puis voilà. Non, ça va. Non, je m'arrête, moi, c'est bon. Non, c'est bon. Un métier, ça me va. Et qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile dans cette étape-là de transition ? Est-ce que c'est au moment où tu as changé de statut, même juridique, que ça a fait... ça a créé un petit déclic, même en termes de posture, hein, c'était pas... La transition, tu veux dire de quoi ? De micro-entreprise à entreprise, d'une team, de... je me rappelle la fois où tu m'as monté ta carte. Regarde, j'ai une carte avec Merci beaucoup. J'ai une carte bleue avec Merci beaucoup dessus. Je suis un peu super fière. Voilà. Ouais, ça s'en tient, mes réussites. Ouais, la transition, c'est vrai que non, ça m'a fait déjà ouvrir la micro-entreprise à l'époque. J'étais là genre, bon, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, tu cherches code APE, mon travail n'existe pas. Je crois qu'il y a sorcière, je crois qu'il y a médium. Il y a des vrais trucs comme ça, influenceuse, il y a app. Donc j'étais là, je sais pas ce que je vais mettre déjà. Bon, déjà, ça c'est une chose. Et ouais, après, quand il y a eu la question de, ok, il faut officiellement changer de statut et ouvrir une entreprise, ça a été quand même quelque chose d'assez flippant. Alors, la question que je me pose, hein, qu'est-ce que tu as écrit dans tes statuts ? On a dû les réécrire plusieurs fois, hein, figure-toi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Je crois que j'ai écrit... Je sais même plus. C'est un truc... bien-être intime. Service à la personne ? Non. ça pourrait. Non, il y a un truc en conseil et quelque chose en bien-être intime. Ouais. Mais c'est vrai que mes statuts, ils sont plus dirigés du coup vers l'influence, donc communication. C'est plus ça, tu vois. Genre régie publicitaire, machin. Mais quoique non, hein, parce que vu qu'il y avait les ateliers et tout. Mais c'est un truc avec bien-être intime. Au début, on avait mis sexualité dedans. Quand je me suis fait recaler par 12 banques, j'ai dit peut-être on va changer. Et bien-être intime, là, ils étaient là, oui, ça passe.
C'est la même chose, les gars, mais très bien. Donc, professionnaliser quelque chose qui, encore une fois, aujourd'hui n'a pas de nom, toujours pas. C'est un double défi parce que déjà, t'es dans l'influence et t'es dans le domaine de la sexualité et t'es pas prêt en fait. Donc déjà c'est un truc, tu vas avoir des comptables, tu vas avoir des banquiers, déjà ils te disent mais c'est quoi ton activité en fait? Je suis là, je sais pas. T'as 15 minutes pour qu'on en parle, tu vois, genre je sais pas en fait. Et que vu que l'offre évolue toujours, tu vois, typiquement, c'est marrant, aujourd'hui ou hier, je me disais, mais en fait, il faut que je change mes statuts, puisque là, je suis en train de me diriger vers quelque chose qui est encore différent. Et du coup, je sais pas à quel point, là, ce que je suis en train de faire, ça sort de mes statuts ou pas. Mais ça a été un peu, comme faire un crédit, acheter une maison, je l'ai pris un peu comme un engagement de ouf, genre, ah ouais, ok, ça y est, ça c'est un vrai truc. Maintenant, j'ai des responsabilités. Mon Dieu. Et il faut que je m'y tienne, tu vois. Maintenant, il faut que je rende un résultat comptable, il faut que je fasse du chiffre, il faut que je déclare ma TVA, bon, tu vois. Enfin bref, plein de trucs. Et l'État, il est là, tu vois. Donc, non, ça a été... Ouais, parce que professionnellement, encore une fois, j'étais plus dans le freestyle et le vas-y, on voit ce qui se passe. Et est-ce que tu vois que toi-même, t'as changé dans l'histoire ? Dans ta manière d'aborder le travail. Ouais, je pense que oui. Ouais, en effet, je pense qu'il y a un truc qui a changé. Je pense que c'est vrai que je fonctionne un peu plus comme une entreprise aujourd'hui et quand on m'aborde, j'arrive un peu plus à valoriser mon taf. Elle va être fière de moi. Non, s'il y a bien une personne qui m'a dit à chaque fois, mais non, mais tu devrais prendre plus cher. Mais non, mais tu devrais faire comme ça. Voilà. C'est astride. Mais ouais, non, aujourd'hui, j'arrive en fait surtout à déterminer chaque étape de la création de quelque chose, que ce soit une vidéo, c'est un process jeu. En fait. Voilà, chaque étape du process, chaque rôle de chaque personne dedans. Et du coup, j'arrive à dire, en fait, ça, ça vaut tant. Ça, c'est un service, ça vaut tant. J'arrive aussi à dire, en effet, quelles sont mes compétences et comment je les valorise. Et c'est vrai que je pense qu'il y a même encore un an, c'était pas complètement le cas. Mais aujourd'hui, ouais, j'arrive à dire c'est quoi ma valeur ajoutée. Tu vois, j'apprends des mots de Startup Nation. J'arrive à dire c'est quoi ma valeur ajoutée et à dire ok une entreprise ça fonctionne comme ça, il y a des taxes, il y a des trucs et une offre justifier en fait justifier exactement et une offre ça fonctionne comme ça et c'est ces personnes là que je veux toucher en leur vendant ça et du coup ça commence à se structurer, tu vois, c'était vraiment un des objectifs de 2023, c'était structurer tout ça. Parce qu'au final, au début, c'est parti d'un très grand flou. Et là, j'essaye de... Moi qui avais un peu cet esprit bohème, tu sais, mais non, mais moi, je suis pas une chef d'entreprise, je suis pas une entrepreneuse, je suis juste, tu vois, je vis d'amour et d'eau fraîche. Je commence à... tout juste à avoir l'importance d'avoir des process, d'avoir des trucs très carrés au niveau des comptes rendus, de faire des business models et des trucs comme ça qui me saoulent, mais je vois à quel point c'est efficace et important, exactement. Et donc voilà, en fait je prends un peu le truc à l'envers, j'ai l'impression, c'est-à-dire que j'ai construit ma communication. Et aujourd'hui, j'apprends à juste gérer une entreprise Mais ça t'a un peu permis de tester ton marché, de voir quel était le besoin et finalement de structurer au fur et à mesure. Parce que quand on regarde bien, il y a plein de boîtes qui se sont lancées et qui commencent à bien démarrer, à avoir du chiffre d'affaires au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui. C'est long, hein. C'est long. Je paye mon loyer comment ? Je sais pas, je sais pas comment ils font, franchement. Après, il y a plein de personnes qui prennent des jobs à côté ou qui développent leur business en dehors du temps de travail. Mais c'est vrai que, en fait, on nous apprend pas que c'est un processus hyper long, en fait, de créer une boîte et de la structurer et de la rendre rentable. Après, il y a des entreprises, qui se lancent et qui font un boom tout de suite. Mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel tu es, et c'est vraiment ça aussi où on doit se déculpabiliser finalement, dans le sens où on se dit ok, ça prend du temps, c'est normal en fait, mais on ne dit pas que ça prend du temps. Oui, bon, ouais. Tu vois, aujourd'hui, moi, ça va faire 5 ans que le projet existe. Ça a fait un an en mars que l'entreprise existe. Avant la micro, tu vois. Ouais, voilà, il y avait la micro il y a 3 ans et après là ça fait 1 an que l'entreprise. Ça fait 2 ans que l'entreprise génère du chiffre d'affaires et est positif enfin les résultats ils sont positifs. 5 ans, je commence un peu à perdre patience. Tu vois, quand on dit ouais, c'est entre 3 et 5 ans pour une entreprise, c'est long en fait, c'est hyper long et je trouve de garder cette détermination envers et contre tout ça, tu vois, je pense que c'est vraiment mais bon,
moi, je pense que aussi, je suis pas partie dans une. Je te dis, là, on m'a parlé de rentabilité il y a 3 semaines. J'étais là, ah ouais, ah oui, ah, c'est intéressant. Ah, il faut voir de l'argent dans sa trésor pour lancer des projets. Ok. Donc après, c'est moi, ma démarche qui est peut-être un peu à l'envers aussi et qui fait que j'ai pas du tout calculé ça avant de me lancer. Mais ouais, là, au bout de 5 ans, aujourd'hui, je commence à peine à trouver des solutions pour me rémunérer. Et je trouve que parfois c'est un peu ingrat, tu vois. J'ai l'impression de donner beaucoup et de galérer là-dessus. Donc je pense que ça aussi, ouais, s'il y avait un truc là-dessus, si j'avais pu être un peu plus encadrée à ce niveau-là, et moins un peu. Non, j'en fais qu'à ma tête. Mais est-ce que ça aurait été pareil? Finalement, il fallait que tu passes par là pour. Oui, c'est peut-être après juste moi mon profil, tu vois. Mais j'ai l'impression là, typiquement, je suis accompagnée dans un. Alors c'est pas un programme, enfin c'est pas un incubateur, mais presque. Mais je suis accompagnée. Et il y a des entreprises, leurs statuts sont même pas rédigés. Et tu vois, elles sont déjà là dans un parcours d'accompagnement et de structuration de leur entreprise. Elles passent par l'aspect vraiment pratico-pratique avant d'être dans l'opérationnel et d'être dans tu mets ton service dans le monde. Moi, j'arrive, je suis là, salut, ça fait 5 ans que j'existe, j'ai foncé dans le tas, en fait, tu vois. Donc, je pense que c'est 2 approches qui sont différentes que selon, si on est quelqu'un qui a besoin d'être super structuré et rassuré, c'est très bien de le faire. Si on ne l'est pas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui l'est pour soi parce que non, mais en fait, si tu veux, quand tu fais ton business, enfin, quand tu passes par un incubateur ou n'importe quelle structure pour définir ton projet, quand tu fais ton business model, tu fais ça sur des hypothèses. Et au final, ça se passe. Oui, c'est vrai. Pas du tout. Ça se passe pas, ouais. Ça se passe pas comme. C'est vrai que ouais, c'est sur des c'est hypothèses. Une belle hypothèse. Alors que c'est vrai que moi maintenant j'ai du recul et j'ai une visibilité sur plein de choses. Donc du coup c'est vrai que tous les plans et les trucs que je fais, c'est quand même un peu plus ancré dans le réel que parce que en fait tu vas jeter plein d'idées sur la table et de dire ok ça va être, je pourrais toucher ma cible de telle manière. Mais en fait tu le mets en pratique, tu vois ok ça fonctionne pas. Et t'as mis de l'argent, de l'énergie. Mais toi, t'as déjà, finalement, c'est un moment où t'as déjà fait tes périodes de test, en fait. Tu sais ce qui fonctionne. Donc, tu peux optimiser ce genre de choses. Si on t'avait dit de rentrer dans un incubateur il y a 3 ans, est-ce que... J'étais trop rebelle et trop... genre, moi, je suis une entrepreneuse, j'ai pas besoin de ça. Non, c'est clair. Non, et puis même, je pense qu'en termes de légitimité, j'aurais dit... moi, je suis pas une entreprise, je suis pas de la Startup Nation, tu vois. Donc, ouais, mais après, donc à partir de ce moment-là, j'avais un peu du mal à me voir crédible, en fait, là-dedans. Aujourd'hui, beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai des enjeux économiques, aujourd'hui, j'ai des enjeux commerciaux et si je veux m'ancrer là-dedans et pouvoir payer des gens, parce que je rémunère des gens, à partir de ce moment-là, ok, ouais, bah, ça va être bien ça peut être bien d'être accompagné, en effet, et d'être cadré sur le niveau juridique, marketing, tout ce qui existe au sein d'une entreprise, quoi. Ouais, t'as vu les mots que j'emploie maintenant? Je suis une grande fille. C'est elle m'a formé beaucoup. C'était un peu Astrid. Ça veut dire quoi ça, Astrid? Toujours à 23h. Ouais. Non, mais c'est important, je pense que ça, on n'en parle pas dans Et puis, il faut être entouré, quand même. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut être entouré de ouf. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi. Quand on s'est rencontrés, j'étais à un moment où... C'était vraiment ce moment où je me sentais vraiment solo dans tout ça. Et d'être entouré de personnes qui étaient dans la même démarche. Tu vois, de voir toi qui développais aussi ton entreprise. Et d'être entouré, ouais, de personnes, qu'elles soient créatives ou plus dans justement le truc très opérationnel, très bah ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir que les idées pouvaient fuser, on pouvait comprendre mes problématiques, mes angoisses, tout ça. Donc je pense que ça c'est un des trucs les plus importants et qu'aujourd'hui je cultive le plus, c'est d'avoir un cercle qui entend, qui vit les mêmes choses et qui peut m'accompagner là-dessus, quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai d'avoir un entourage qui comprend aussi ces problématiques de chef d'entreprise. Ouais. Et parce que des fois tu as besoin de conseils, tu sais pas trop tu sais pas vers qui aller. Et c'est vraiment comme ça que tu arrives à avoir d'autres choses et tu arrives à avoir d'autres idées. Et en termes de stratégie aussi, parce que justement tu vois, moi il y avait plein de trucs, je disais mais non, moi je vais pas le faire comme ça, tu vois. Oui, mais non, mais tu vois, genre je suis une entreprise mais j'ai pas envie je suis pas Jeff Bezos, le capitalisme, mon Dieu, tu vois. J'étais vraiment en mode non, moi je veux faire une entreprise hyper éthique, hyper machin. Et c'est important aussi de trouver des gens qui soient dans la même démarche. Et j'ai plus trouvé ça quand même, disons-le, auprès de femmes entrepreneurs qui avaient vraiment une démarche beaucoup plus presque holistique, humaine de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pas juste on est là pour faire des levées de fonds de 4 millions de dollars, tu vois, genre bon ça va, sinon il y a d'autres trucs dans la vie, tu vois.
Et ça aussi, je pense que ça a été super important pour, encore une fois, donner de la légitimité dans, ouais, en fait, parce que dire que j'ai mis du temps avant de dire que je suis chef d'entreprise. Il y avait un peu la honte, tu vois, genre un peu l'archouma, tu vois, de dire je suis chef d'entreprise, genre... ouais, tu vois, genre... je suis là pour faire du bif, tu vois. Non, c'est genre, j'ai juste... il s'avère que j'ai un projet et qu'aujourd'hui, il a une dimension économique et que du coup, par la force des choses, je suis chef d'entreprise. Et aujourd'hui, auprès de femmes qui sont dans des démarches comme ça, hyper, en plus, humaines, hyper... valorisante, je trouve une autre définition à ce que ce terme veut dire et du coup je suis dans une démarche qui est beaucoup plus sociale, je pense. Parce qu'on a toujours cette vision, quand on parle de chef d'entreprise, c'est toujours on parle de business, de chef d'entreprise, on pense toujours aux grosses boîtes, genre Facebook. Bezos, quoi, voilà. Oui, c'est ça, on a créé Amazon, tout le monde était dans son garage, bien sûr. T'as pas de garage, tu fais quoi? J'avais un studio moi de 17 mètres carrés, c'était... Bah oui, tu pourras dire, ça a commencé dans un studio de 17 mètres carrés. En fait, on se rend pas compte que tout le monde, on crée une entreprise, mais c'est pas forcément que pour faire du bénéfice. Certes, faut faire du chiffre d'affaires, hein. Oui, pour vivre. Mais après, c'est pourquoi je crée cette boîte, qu'est-ce que je mets derrière, quel sens je mets derrière. Et c'est vraiment ça qui est un peu différent. On crée pas tous une entreprise dans le même but et on a toujours cette image un peu faussée de les boîtes qui existent, c'est vraiment des boîtes hyper capitalistiques et qui veulent juste faire du chiffre d'affaires. En fait, on peut juste vouloir créer une boîte parce que on a envie de travailler à son rythme, parce qu'on a envie de changer le monde. Oui. Après travailler à son rythme, je me suis un peu fait piéger là-dedans quand même. Oui. Tu as lu La semaine de 4 heures? Ouais. Moi, je vais travailler de l'autre bout du monde. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances, ok. Ça fait 5 ans que je suis pas sortie de Paris. Non, c'est pas vrai. Mais... T'es un digital nomade ou pas? Mais voilà, digital, rien du tout. C'est digital, ouais, mais nomade, y a pas. Ça, c'est un autre truc aussi. Souvent, je me dis, mais en fait, c'est pire que si j'étais salariée, en fait, en termes de temps, en termes de gestion de la charge mentale, en termes de responsabilité. Je ne coupe jamais. Mon cerveau est toujours en train de... Je me réveille le matin, j'ai des idées de trucs, tu vois, genre... Donc, c'est vrai que je pense que j'avais un peu cette idée là que j'allais pouvoir travailler quand je voulais, travailler un peu de n'importe où, machin. Finalement, j'ai été pire que moi-même. Ce que je m'infligeais, c'était pire, tu vois. Toujours dans la productivité, toujours pas perdre une minute de mon temps. Si je fais quelque chose, il faut que ça serve pour le taf. Et aujourd'hui, doucement, j'arrive à me défaire de ça. Mais à partir du moment, de toute façon, où il y a la notion de rentabilité, où tu payes des gens, c'est dur de complètement se détacher de ça, tu vois. Donc aujourd'hui, un des objectifs que j'ai, c'est vraiment d'apprendre à détacher et à me lâcher la grappe et à me dire oui, ça va aller, quoi. Ouais, ça va aller, ça y est, l'entreprise elle a 5 ans, je pense que c'est comme un enfant, il peut commencer à marcher. Il commence à marcher avant 5 ans, je pense. Oui, je crois. Hein. Voilà, doucement, ne me confiez pas vos enfants parce que tu as laissé tout seul, va t'y faire manger. Donc non, mais en tout cas, elle peut, ouais, ça y est, j'ai construit des fondations qui sont stables et je vais pas me tuer à la tâche pour mon entreprise non plus. Je pense que avant tout, moi, une des raisons pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour pouvoir, profiter de tout le reste aussi. Et donc du coup, aujourd'hui, avant tout, pour moi, la raison pour laquelle je suis chef d'entreprise, c'est pour pouvoir, en effet, comme tu dis, travailler à mon rythme, avoir autant de temps avec mes amis, avec moi-même, en voyage. Et je commence doucement à pouvoir mettre ça en place. Mais c'est toujours compliqué. Il y a toujours ce truc de, mon Dieu, si j'arrête, si je coupe... On avait trouvé un bon compromis, hein, les vacances-travail. Oui, les vacances-travail. Ouais, j'essaie. Ça, c'est pas mal. Ça marche vachement bien. Ouais, c'est une semaine où on part ailleurs. On travaille le matin et l'après-midi, on chill. Oui. Mais ouais, ma productivité, elle est beaucoup plus... Oui, elle marche beaucoup mieux. Quand tu sais que tu finis à 15h et que tu vas prendre l'apéro. Ouais. Bizarrement. Mais ouais, mais non, mais je crois que déjà, il y avait ce truc, encore une fois, d'être entouré de personnes qui sont dans la même démarche, dans cette énergie-là, ça aide. Et de ce truc de, ouais, en fait, je sais que j'ai ce créneau-là qui est dédié à ça. Et comme après, j'aurai plus, je le valorise vraiment et je reste vraiment focus. Et puis être dans un autre cadre aussi. Et être dans un autre cadre, ça aide. Et c'est vrai que du coup, peut-être que je travaille que 4 heures, mais par contre, c'est les 4 heures les plus productives de ma life. Et j'en souffre pas, tu vois. C'est pas genre une tâche hyper rude où je dois me concentrer de ouf. Et... Donc ouais, non, ça j'aime bien. Bon, et puis comme ça, c'est une manière aussi de faire passer les vacances... par l'entreprise. En frais d'entreprise. Oui, monsieur, oui, ça fait 3 fois que je vais en workation à Marseille. Oui, écoutez, c'est pour le travail. Oui, attends, c'est justifié. Oui. Justement, j'allais te demander comment tu arrives à faire une conciliation vie pro, vie perso, mais là, tu viens de répondre.
tu déconnectes pas beaucoup. Mais après, c'est difficile d'avoir un travail où t'es quand même sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est tellement prenant. Comment t'arrives un peu à te... En vrai, tu sais, les 7h30 des 8h que je passe sur Instagram, c'est toute seule. Hein. C'est pas pour mon taf. C'est pas ouf. Mais non, en vrai, c'est compliqué. Je pense que quand j'ai fait mon premier burn-out, donc mon premier seul, on espère, on touche du bois, il y a eu un moment où je me suis dit c'est pas possible en fait, je peux pas à ce point-là laisser mon travail prendre de la place, même si j'adore ce que je fais, c'est clairement je vois que ça peut me rendre malheureuse. Et le truc c'est que ça a un peu coïncidé, je sortais à peine de mon burn-out, bim, Covid, ok, pareil, donc je me retrouve dans 17 mètres carrés à être en plus créatrice de contenu à une époque où du coup tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on comptait c'était le contenu, le divertissement, donc je me suis retrouvée dans un truc où il faut absolument que je produise parce que c'est maintenant le moment, le créneau. Ça a fait tout le contraire, je crois que pendant 6 mois j'ai presque rien posté, j'ai presque rien fait, j'étais en freeze totale. Et mais ouais non, à part des moments où tu fais un burn-out et où en fait tu dis que ça a aucune raison d'être ce que tu fais, bon, quand tu remontes à la surface, tu te dis je vais éviter de ressentir ce genre de choses. Et donc aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux. Et il y a 5 ans, tu m'aurais dit que je dirais une chose pareille, je n'y aurais pas cru. Une routine, c'est vraiment de me mettre une routine, une discipline avec des heures et des... Au final, c'est bien d'avoir une heure de début, une heure de fin. C'est bien d'avoir des jours réguliers. Tu vois exactement. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a aidée à trouver de la liberté en fait finalement dans le désordre que c'était. C'était de me dire ok, je travaille tel jour et tel jour, de telle heure à telle heure, je fais ces tâches-ci, ces tâches-là. Après j'ai toujours une partie de moi où il y a une partie de mon taf, j'arrive pas à la faire si je m'oblige. Toute la partie créa, toute la partie influence, machin, où faut que je me filme. Si je me dis là il faut que je m'oblige à cette heure-là à le faire, j'y arrive pas, c'est un truc qui est hyper ça te bloque en fait. Ouais, c'est hyper instinctif, naturel, j'arrive pas à le faire si je me dis comme une actrice, vas-y, il faut que tu fasses semblant de parler du truc. Mais pour tout le reste, toute la gestion d'entreprise, voilà, je me suis et puis le fait de travailler en équipe aussi. Il y a eu 1 an, ça a été le chaos total parce qu'en fait j'ai une équipe, mais si moi j'ai pas d'ordre et j'ai pas de rythme, comment tu veux transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit? Et donc depuis 1 an, là, depuis l'ouverture de l'entreprise, un peu plus même avant, j'ai commencé vraiment à structurer mes semaines. Et depuis, j'arrive à me dégager des jours où je me dis, ça c'est des jours où je ne travaille pas. Alors je travaille toujours dans le sens où je pense toujours à ça forcément. Mais je travaille pas. Je vais pas voir ma boîte mail, je vais pas faire tout ce que j'ai à faire. Je vais pas sur Instagram. Et ouais, depuis 6 mois, 1 an, je commence à mettre ça en place et vraiment je fais des choses, tu vois. Je sais que par exemple le jeudi et le vendredi, c'était le jeudi matin, c'était rendez-vous chez le psy, vendredi matin, c'était rendez-vous cours d'expression orale là, ou de chant, tu vois. Et c'est mes rendez-vous de la semaine, c'est tout aussi important que si c'était mon rendez-vous. Mais voilà, chaque en fait chose, activité, truc qui me fait du bien, je leur mets des créneaux comme. Alors du coup. C'est un peu à l'antithèse de ce que je voulais avant, qui était je veux une vie de liberté, de je ne sais pas ce que je fais demain et je ne sais pas ce que je fais dans 2 semaines. C'est ce truc où, oui, il faut quand même de la rigueur quand même. Il faut quand même, j'avoue que mais dans ce cadre, j'arrive quand même à trouver un peu de spontanéité et un peu de liberté et que voilà, là on me dit tu fais quoi la semaine prochaine, on va à Marseille. Je dis à Marseille, désolée, je reviens de Marseille donc j'ai cette ville en tête, mais ok je peux le faire. Et donc du coup. Finalement, moi qui voulais être très, encore une fois, bohème et vivre dans un chaos total, aujourd'hui, je me rends compte que la routine et l'organisation... Est-ce que tu aimes ça? La routine. Est-ce que tu aimes la routine? La routine à rigueur. Mon Dieu. Ouais, sur certains aspects, ouais. Sur certains aspects, ouais, je me rends compte que ça tait justement toute cette charge mentale. Parce que je sais. Ok, ça, je stresse sur ça. Je sais que ça va être adressé tel jour. Ok, je stresse sur ça. Je sais que là, avec telle personne, on va gérer ça après. Ok, je sais que ça, c'est noté quelque part parce qu'on a fait tout un process. On a un Notion. J'ai un Notion incroyable. Mon associé qui a fait ça, il est incroyable sur Notion. Notre Notion, du coup, je sais que c'est marqué dedans à tel endroit, à tel machin. Et donc, du coup, et c'est ça aussi. Je pense que je me suis associée. On n'est pas encore associés, mais mon associé est quelqu'un qui est très rigoureux, très organisé. Il est fan de tableaux Excel. À chaque fois, il est là. Oh là là, Léa, j'ai fait un tableau Excel. Faut trop que je te montre. Et il me tourne son ordi. Regarde comme il est trop bien. Et quand t'appuies là, ça fait ça. Et moi, je suis là. Mais c'est génial. Genre, il arrive à me saucer sur les tableaux Excel, tu vois.
Et je pense que ouais, non, là-dedans, j'ai trouvé en effet une forme de... Alors j'aime pas ça, hein, je vais pas mentir, non, j'aime T'as pas pas ça. une tableau Excel? Non, mais j'y vois le bénéfice et du coup, je m'y plie et je vois à quel point ça peut me calmer l'esprit et à quel point ça m'aide, quoi, tu vois. Ouais, tu le fais d'être entouré aussi, d'être Complètement, entouré, d'être organisé, d'avoir une Ouais. structure, de savoir un petit peu quels sont les produits qui fonctionnent, ça te sécurise Exactement, un peu ton environnement, parce qu'au C'est final, Ça avancer sécurise, ouais. sans Oui, c'est vrai. savoir. Donc je râle tout le temps hein, quand on a nos rendez-vous compta, je râle quand on a nos mais il sait que je suis comme ça. Mais à la fin, je suis bien contente et un truc un peu satisfaisant de se dire ouais, j'ai réussi, je mène ma barque, j'arrive, je sais à peu près où je vais, j'ai une visibilité. En plus, encore une fois, je te dis, toute la partie entrepreneuriale, c'est vraiment pas ce qui me fait kiffer. Enfin, moi, je suis plus sur la partie créative. Mais c'est mon entreprise, donc il faut forcément que je connaisse un peu les rouages du truc, tu vois, pour pas complètement déléguer ça. Parce que même si je délègue et que je m'associe avec Oui, il quelqu'un, faut quand même que tu gères. il faut quand même que je sache un minimum de quoi on parle, au moins, tu vois. Parce que même si à terme, j'aimerais bien qu'ils prennent des décisions sur certaines choses et que moi, je n'intervienne pas dans ce processus-là, il faut quand même un minimum que je sache de quoi on parle pour pas être complètement à l'ouest, quoi, tu vois. Mais donc même si j'aime pas ça, j'en vois le bénéfice et j'apprends à trouver des petits plaisirs dedans. En général, en effet, ça dépend beaucoup de la personne avec qui je fais ça, d'où l'importance de travailler avec des gens Avec qui c'est fluide. avec qui c'est fluide, avec qui c'est fun et qui sachent rendre fun tu vois, mon juriste, droit à la propriété intellectuelle, lire des contrats de 12 pages. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est fun, hein. Désolé si c'est fun hein, pour vous. Moi, c'est pas fun du tout. Aujourd'hui, j'ai un juriste, Gabriel, que tu connais, avec qui on se marre et qui arrive à à expliquer des contrats de 12 pages d'une manière super fun et fluide. Et au final, ça m'intéresse et je peux m'investir dedans. Donc, je pense que ça aussi, j'avais un peu une image dans l'entreprise hyper rigide et hyper corporate, tu sais, costard cravate, des mots, là, des acronymes là, que personne comprend quand tu parles. Les data, les KPI. KPI, là, ça veut ROI. dire quoi? KPI, laissez-moi tranquille avec ce mot. Voilà, exactement. Et non, m'entourer de personnes qui en fait, prennent plaisir à faire leur taf et qui... mais qui font leur taf différemment. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'on peut aujourd'hui rendre l'entrepreneuriat plus cool, tranquille. Enfin, perso, de mon côté, je me suis toujours dit, encore une fois, si je fais ce truc, c'est pour pas me crever à la tâche. Donc, j'ai quand même envie que ça me fasse du bien, tu vois. Environnement qui te correspond aussi. Un environnement, ouais, exactement. Ouais. Donc, ouais, vraiment m'entourer de personnes qui ont cette démarche aussi entrepreneuriale, c'est super important parce que ça m'aide à juste prendre du plaisir, même dans faire ma compta, faire mes factures. Vraiment, elle n'aime pas la compta, la même. Alors, la dernière question que je vais te poser, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le domaine de l'influence, quel serait le conseil que tu aurais à lui donner? De l'influence en particulier? On va faire l'influence et on va faire un business tout court. Ok. De l'influence? Oh damn. Ne vous lancez pas. Non, non, mais en plus, je pense que c'est particulier parce que moi... En plus, je crois qu'il y a un peu un... Je sais pas vous, si je vous dis influence, c'est péjoratif tout de suite, on est d'accord, hein, dès qu'on parle d'influence. Non? Pas forcément? Qui pense que c'est péjoratif, influence? C'est un peu... Ah, ça va, c'est tendancieux, ouais, quand même. Influence Dubaï, influence... Voilà. Donc l'influence, je pense que... En fait... Créateur de contenu? Ouais, mais je crois que ça va être trop nul ce que je vais dire. Non, mais... C'est en mode, te lance pas pour être influenceuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour être connue. C'est comme quand tu étais petit, tu disais oui, je veux être star, mais en fait... Exactement. Te lance pas pour être connue, c'est pour la passion de ce que tu fais. Passer dans le Star Club. Mais je pense que... Pour les rêves. Je pense que c'est vrai parce que... il faut connaître en fait tes limites, savoir... Où est-ce que tu t'arrêtes, où est-ce que tu t'arrêtes pas. Moi, très vite, je me suis dit, ça, c'est des marques avec qui je voudrais jamais travailler. Je fais pas staff pour être un panneau publicitaire. Je fais pas ça. Genre, vraiment définir ce qui est hyper important pour toi, ce qui dépasse, en fait, le pro en termes de valeur, en fait, et qu'en fait, ça touche à toi personnellement et que tu veux pas dépasser. Et je dirais, sinon, se dire que aujourd'hui, je trouve que dans l'influence, c'est clairement pas... et encore une fois, je pense que c'est facile de dire ça dès qu'on commence à avoir quelques centaines de milliers de personnes sur Instagram, mais... Aujourd'hui, je peux avoir 200 000 personnes sur Instagram. En termes d'engagement, en termes de proximité avec les gens qui me suivent, en termes de nuances que je peux apporter dans mes contenus, plus ça grossit, moins
je peux faire tout ça. Plus ça grossit, moins j'ai de contacts proches avec les gens et répéter, plus je dois juste avoir des sous pour faire tourner mon entreprise. Donc il faut aussi savoir, je pense, vraiment checker où sont ses ambitions dès le début. Mais ouais, non, se dire que aujourd'hui l'humain c'est franchement en termes de pas de reconnaissance mais de ce que t'en retires, tu vois, de valorisation, c'est l'humain. Et c'est pas quand je parle à 200 000 personnes que je retire un plaisir de ouf, c'est quand je suis dans des salles comme ça et qu'on est en plus petit comité, qu'il y a un vrai échange que je kiffe. Donc l'influence, ça sert quand même à pouvoir créer ça, mais pas forcément... Enfin voilà. Donc dans l'influence, voilà, vraiment bien déterminer quels sont ses objectifs et ses valeurs. Vraiment, vraiment qualité, plus grand que quantité, vraiment à fond. Et ouais, faites-vous plaisir. J'allais dire... mais c'est facile à dire, mais faut pas aller trop dans l'algorithme, les trends. C'est ça qui marche, mais en vrai, c'est comme ça qu'on tue son âme aussi. Donc, rester vraiment proche de ce qu'on a envie de faire, utiliser le ton dont on a envie. Et même si, voilà, il y a telle personne, ça marche. Si toi, t'as pas envie de parler comme ça, t'as pas envie de danser devant ton écran, danse pas devant ton téléphone, tu vois. Ouais, ça, on peut se perdre dans l'influence parce qu'on peut beaucoup se comparer. C'est un des métiers où vraiment tu te compares en direct aux gens qui font la même chose. Et c'est dans des chiffres très concrets. Ok, elle, son post, elle a fait 72 000 likes, moi j'en ai fait 1000. Ok, donc clairement je vaux moins. Et sachant que t'es payé aussi en fonction de ça, tu vois, c'est plus t'as d'engagement, mieux t'es payé. Ouais, réussir à ne pas se comparer, parce que vraiment ça, je pense que ça, c'est un truc qui peut te faire rentrer dans une spirale un peu infernale et cette course à la productivité. Donc voilà, ouais, non, l'influence, c'est hyper particulier, mais une fois qu'on a trouvé son rythme, c'est un taf qui est quand même hyper privilégié et qui permet de faire plein de choses et qui donne accès à énormément de trucs. Je me suis retrouvée à faire des conférences devant 1000 personnes. Je suis là, mais pourquoi je suis là en fait? C'est juste parce que j'ai un nombre d'abonnés qui est assez large, on me donne la parole, tu vois. Donc en ça, par contre, c'est super. Et si c'est quelque chose qui vous branche, franchement, ça se tente. Ça se tente. C'est une opportunité, en tout cas, c'est des opportunités qui peuvent être prises plus facilement que d'autres. Donc si ça vous chante, franchement, faut y aller. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? J'ai 2 questions. Yes. La première, c'est comment as-tu trouvé ton associé? Parce que moi, j'ai une histoire pas très évidente. Donc, je suis preneuse de tous les tips. Et la deuxième, c'est quels sont tes prochains challenges pour Merci beaucoup? Ok. Alors, mon associé... Tinder. Alors, je vous fais toute l'histoire. J'ai rencontré quelqu'un sur Tinder qui m'a présenté sa directrice artistique. Il s'est rien passé avec le mec. Je suis devenue très pote avec la directrice artistique et il s'avère que c'est le mec de cette directrice artistique-là, en fait, avec qui je suis devenue pote. À la base, c'était pas du tout un projet de s'associer. Je cherchais pas un associé, une associée. J'avais eu une expérience, d'ailleurs, j'ai eu une expérience où j'ai commencé avec quelqu'un qui n'était pas super bien fini. Ça a été un autre truc aussi, humainement, où je me suis pris une réalité dans la tronche qui n'a pas été très simple. Si j'ai un autre conseil, réfléchissez beaucoup avant de travailler avec des amis. Beaucoup. Il peut se passer des choses qui peuvent briser le cœur. Et en fait, au final, c'est quelqu'un avec qui c'était un prestat, en fait, à la base. Et c'est notre relation qui a évolué et qui a fait qu'on a voulu s'associer. Mais maintenant, aujourd'hui, tu vois, je crois qu'il existe des espèces de dating, un peu, pour trouver des associés. Et je pense que ça, c'est un super contexte. Et surtout, dans la recherche d'associés, si j'ai un conseil, c'est de trouver quelqu'un qui a vraiment un rôle complémentaire du sien et qui fait pas la même chose. Ça, c'est, je pense, le piège de ouf d'être avec quelqu'un qui a les mêmes compétences et qui fait exactement la même chose, parce que c'est là qu'il y a des notions d'ego et de genre, ouais, mais moi j'ai fait ça, mais toi t'as fait ça. Oui, mais moi c'est mieux le truc que j'ai fait, mais pas toi. Donc voilà, commencer doucement sur des tâches peut-être qui sont pas les fondations de ton entreprise. Mais en vrai, tous les jours, je me dis, trouver son associé, c'est comme trouver un mec. Il faut avoir de la chance, et c'est vraiment une question d'alchimie, une question de valeur. C'est comme un mariage, en fait. Et c'est comme un mariage, et là on est en train de préparer notre pacte d'associés, et je suis là, oui, mais si jamais moi je fais ça et que tu me trompes avec G-Maggie, tu vois, genre on est en train de... Est-ce que tu vas aller travailler avec quelqu'un d'autre? Genre on est vraiment en train de tout déterminer. Mais ouais, non, pour le coup, j'ai eu vraiment de la chance. Mais ouais, je pense que ne pas hésiter à aller travailler avec des gens qui sont peut-être prestats à la base, qui vont aider sur une tâche,
et de voir est-ce que la dynamique elle fonctionne bien, et peut-être de là penser à s'associer plutôt que parce que je pense qu'on se met une pression de ouf. T'imagines trouver un associé, il faut que je trouve un ou une associée qui fasse ça, ça peut être compliqué, mais ou en tout cas idée de business de ouf, faire du dating pour des gens qui veulent trouver des associés. Je pense que ça c'est vraiment j'entends beaucoup ça, et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont des compétences créatives et d'autres qui ont des compétences opérationnelles, et qu'il faut juste matcher comme ça, parce que il y a plein de belles choses à faire. Donc voilà, une petite idée de business que je lance comme ça. Elle me regarde. Voilà. Ça, je sais pas si j'ai répondu à ta question, j'espère. Mais... Et l'autre question, les prochains challenges. Les prochains challenges, merci beaucoup, c'est de sortir d'Instagram complètement. Là, c'est ce qu'on fait pour 2023. J'aimerais vraiment que l'influence, ça ne représente que 50% déjà de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 99,9%. Descendre à 50 et après descendre plus à genre 30. Ça, c'est un gros challenge. Et je suis en train de le mettre en place avec plein de projets. Mais donc, du coup, chaque projet amène des nouvelles difficultés. Typiquement, là, pour le jeu que j'ai créé, j'aimerais bien créer des extensions, reprendre peut-être, parce qu'aujourd'hui, je suis avec une maison d'édition, reprendre l'édition et la fabrication. Et en fait, tout ça, c'est plein de nouveaux métiers. Et donc, du coup, c'est toujours apprendre en fait, des nouveaux métiers. J'ai aussi ce truc où, alors ça, c'est très propre à moi, j'ai envie de faire 1000 nouveaux trucs tout le temps. C'est super, mais c'est un peu chiant. Et donc, à chaque fois, je fais tout que je recommence de zéro en termes de compétences et en termes de team. Donc ouais, mes challenges, réussir à me recentrer sur des projets quand même assez précis, mais qui me permettent une liberté créative quand même cool. Et toujours... collaborer le plus possible avec des personnes qui ont des projets trop cool avec qui je match, parce que je crois que c'est ça qui m'apporte le plus de plaisir, c'est la créativité en fait quand je trouve des gens avec qui bosser. Il y a 1000 trucs à faire, donc ouais, vraiment créer un petit réseau trop cool quoi. Voilà. Alors merci beaucoup pour ton témoignage, j'ai trouvé ça hyper chouette. Il y a quelque chose je trouve, qui transparaît vachement dans ton discours, c'est qu'il y a la dimension ultra passionnelle, émotionnelle de ce que tu fais qui te fait kiffer, et quelque chose de beaucoup plus terre à terre, comme tu disais, en termes ne serait-ce que de revenus, etc., de charges et compagnie. Et tu as évoqué succinctement le burn-out que tu as subi. Ma question est la suivante, c'est de savoir quelles ont été les ressources pour toi et comment tu es parvenu à te relever, si je puis dire, de cet épisode-là qui est, c'était il n'y a pas si longtemps, et en plus de ça, dans un contexte très particulier. Ouais. C'est une bonne question. Quelles ont été les ressources ? Je crois que malgré tout, j'ai cette chance quand même de faire un taf où tous les jours, concrètement, j'ai des gens qui me disent « Merci, ce que tu fais, ça me fait du bien ». Ça, déjà, rien que ça, je pense que aujourd'hui, on est dans un moment de la civilisation où on a besoin de trouver du sens à ce qu'on fait, parce qu'on est tellement dans un truc où il n'y a plus beaucoup de sens, il n'y a plus beaucoup de choses. Donc ça, de trouver le sens, vraiment trouver le sens de pourquoi je faisais ça, je pense que ça a été vraiment le truc qui m'a permis de me raccrocher le plus possible à « Ok, non, en fait, j'ai choisi ça et c'est pour une bonne raison, et c'était ce petit noyau-là ». Et après, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de dézoomer en fait complètement et de dire ok, c'est quoi mon projet sur le long terme, parce que je me sentais vraiment le burn-out, j'avais vraiment cette sensation d'être complètement submergée par la quantité astronomique de trucs que j'avais à faire versus le bénéfice de faire ces choses-là qui étaient minimes pour moi à ce moment-là. Et du coup, de vraiment prendre du recul et de me dire en fait mon objectif de base c'était ça. Ok, je vois l'ambition. Mon ambition, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai pas du tout les moyens de faire ce que je veux faire, et de me dire, ok, en fait, chaque chose que je fais, même si là j'ai l'impression que ça sert à rien, en fait, c'est une toute petite étape qui me permet d'aller doucement vers ça. Et du coup, ça a commencé à redonner du sens même aux tâches les plus reloues. Et les trucs qui me faisaient le plus chier, ça a été redonner du sens et de me dire non, c'est juste une petite marche de plus vers ce que je veux. Et aujourd'hui, je me rends compte, hein, tu vois, ça fait un petit moment, et là, je me dis, ah ouais, ce truc que j'ai fait, que je galérais, que ça me saoulait, je vois aujourd'hui que ça paye et ça fait du bien, et je suis ravie je suis contente de m'être fait confiance à ce moment-là. Et aussi, mon entourage, encore une fois, d'avoir des gens qui me disaient que franchement... que ouais, fallait que je m'accroche et qu'on me faisait confiance et qu'on croyait en moi en fait surtout. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée, et je pense qu'on s'est rencontrés pas trop loin pas trop loin.
En vrai, Tu veux la date? J'ai manifesté cette. En vrai, je me rappelle très bien de chez moi, genre, me dire, non, mais vraiment, il faut quelqu'un qui puisse me conseiller sur toute la partie comme ça, avec qui je pourrais dire tous mes problèmes et tous mes trucs. Je te jure, 3 jours plus tard, je suis allée à un truc de. Mais justement, de networking femmes. J'ai rencontré Astrid et depuis, on s'est plus quitté. Donc, le 24 mai 2010. Happy birthday to you. C'était rue Paradis. C'était, ouais, exactement. Donc vraiment l'entourage, ouais, je pense que ça c'est hyper important et je trouve ça trop bien. Aujourd'hui, je trouve que les femmes en particulier, on commence à avoir des initiatives où on se rencontre, où on s'entraide, où on parle de tout ça et je vois justement que ouais, c'est pas une recherche purement capitaliste et purement financière et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de voir que on est plusieurs à opérer dans ce sens-là. Donc voilà, ça a été plein de petites choses, mais ouais, non, ça a été. Et puis déménager de mon 17 mètres carrés aussi. Ça a un peu aidé. Ça a un peu aidé, en vrai. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour ce partage qui est hyper inspirant. Moi, j'avais une première question. Je voulais savoir de quel signe astrologique À son avis. j'ai remarqué, en tout cas, que il y avait quelque chose qui se jouait aussi d'un point de vue astrologique dans l'entrepreneuriat et aussi en fonction des activités des uns et des unes. Donc voilà, ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, je voulais savoir d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue argent, combien tu gagnes, si tu peux donner un exemple. Parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, dans la culture française, on parle jamais d'argent. Grave. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On sait que les influenceuses, par exemple, elles ont une vie golden, etc. Mais quand on pose cette question d'argent, je trouve qu'il y a un tabou qui est énorme, en fait, en France. Alors qu'en fait, je pense que ça permettrait juste de pouvoir, pour ceux qui ont envie de se lancer, de pouvoir se positionner, aussi de revoir les choses en termes d'un point de vue ambition, etc. Et je ne comprends pas pourquoi en France, il y a ce tabou autour de l'argent, alors que dans la mentalité anglo-saxonne, notamment aux États-Unis, mais même en Afrique aussi, les gens parlent facilement d'argent. Et encore plus quand on est une femme, parce que je pense qu'entreprendre au féminin, c'est pas du tout les mêmes dynamiques qui se jouent comparé à un homme. Ouais, voilà. bien sûr. Merci. Alors, mon signe, je vais vous le dire, vous allez faire bah oui. Scorpion. Arrêtez. Dès que je dis ça, en plus, les gens ils sont là. Et voilà, Scorpion. Mais du coup, je suis intéressée de savoir c'est quoi le profil des scorpions dans l'entrepreneuriat. Ça m'intéresse. Et pour le chiffre d'affaires, alors, donc là, si tu veux, la première année je parle d'entreprise, hein, pas de micro-entreprise, parce que c'était tellement random que je comprenais rien à ce que je faisais de toute façon et que, tu sais, chef d'entreprise, tout rentre dans ton CA alors que j'avais plein de frais, plein de trucs. Micro-entreprise, je me payais que dalle, mais j'avais un chiffre d'affaires que je déclarais qui n'était pas du tout la réalité par rapport à ce que j'avais dans mon compte en banque. Mais là, donc pour ma première année d'entreprise, j'ai eu une super première année qui est, je crois, pas du tout représentative d'une première année d'entreprise. On a fait un truc comme, je crois, 130 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que j'ai eu une subvention du CNC. Sachant que j'ai eu des gros contrats qui sont tombés et que j'ai eu une année d'influence incroyable en 2022. 2023, là, j'ai même pas fait la moitié là, de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc, c'est un peu la panique à bord, très honnêtement. Combien je me paye? Très honnêtement, ça dépend des mois. Aujourd'hui, ce que je suis en train d'essayer de faire, et ce qui est intéressant justement, si ça vous intéresse l'influence, je suis en train de voir avec mon juriste pour passer mes salaires en droit d'auteur. Parce qu'en fait, les cotisations, depuis que je suis passée en entreprise, je ne me paye plus. Parce que je peux pas. Avec les charges patronales, c'est pas possible en fait. Il faut que je sorte le double de ce que je suis censée vouloir me payer. Sauf que comme j'ai déjà des prestataires à payer, je ne peux clairement pas dépenser 3 000 euros juste pour me verser 1 500 euros. Ce n'est pas possible. Donc je suis en train de voir pour comment me verser du droit d'auteur. Parce que doucement, la création de contenu, c'est en train de... On peut dire que oui, c'est de la création artistique et de l'écriture. Et donc du coup, être payé en droit d'auteur. Je suis en train de voir tout ça, c'est hyper compliqué à ouvrir ce genre de truc, donc du coup je vais avoir c'est comme une micro-entreprise finalement le statut d'artiste-auteur, et je vais pouvoir facturer mon entreprise pour me payer. Honnêtement, moi j'ai des ambitions, j'aimerais bien pouvoir me payer genre au moins 5 000 euros par mois, franchement je serais au max.
c'est pas tout de suite que ça va arriver. Mais aujourd'hui, je paye un prestat, tu vois. Donc mon associé, c'est en train de changer, mais qui est mon prestataire, il est à 1800 € par mois, plus des commissions sur les contrats, selon le temps qui passe. Et je paye une autre personne qui fait de la création de contenu, vraiment qui m'aide, que je paye 1500 € par mois. C'est de la presta, hein. Donc il n'y a pas de charge. Donc voilà, j'ai quand même un bon petit... en termes de charge, en tout cas, je sais que j'en suis entre, selon les mois, les frais que j'ai, c'est 3500, 4000 € par mois. Donc je les sors, ça, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc je suis assez fière de ça, de me dire je peux payer des gens et tout. J'en suis pas encore au point où je roule sur l'or, tu vois. Mais j'espère, je travaille à ce que ça change sans non plus accepter tout et n'importe quoi. Tu vois, là, on m'a contacté pour... vous allez me dire, tiens, si ce serait si ce serait incohérent ou pas. On m'a contacté pour faire la pub pour des bidets. Voilà, exactement. Je me suis dit, bon, alors d'un côté, oui, mais de l'autre côté, vraiment. Je vais mettre ma tête à côté d'un bidet et faire acheter ce bidet avec le code promo. Merci beaucoup. Donc en fait c'est ça, c'est que je prends des décisions aussi en termes de partenariat qui font que j'accepte pas tout et que c'est pas forcément ça qui remplit la trésor, quoi. Donc voilà, mais cette année c'est un peu ça se casse la tronche là, l'influence, en tout cas au niveau sexo, ça se pète la gueule, mais je crois que c'est juste en fait tous les métiers qui sont pas dits essentiels, où forcément là j'ai l'impression que tout le monde là c'est la galère de ouf niveau thune, et forcément nous on est le dernier truc dans lequel les gens mettent des sous, en fait, tu vois. Si c'est pas manger et juste s'habiller, on voit s'il nous reste des sous pour faire ça. Donc voilà, donc écoute, mais je t'avoue que j'ai très peu de... Enfin, moi, quand ma première année, j'ai fait 130 000 € de chiffre d'affaires, j'étais là, mais waouh, mais je suis incroyable, mais 100 000 € de chiffre d'affaires, attention. Puis après, je parle à des meufs, elles sont là, oui, la première année, oui, bon, là, 600 000 €. Ah, d'accord, ok, bon, on n'est pas dans le même game. Mais ouais, si je pouvais faire. Franchement, un objectif, je pense que ce serait faire entre 300 et 400 000 € par an, ce serait pas mal, non? Tu sais, ouais, hein, ce serait cool. Mais du coup, je voulais savoir, toi, t'as toujours pas répondu, en fait. Toi, combien tu gagnes? Parce que tu as dit le salaire des autres, mais tu nous as toujours pas dit ce que toi tu gagnes. Bah oui, c'est ça, ce que tu chiffres. Quand je parle de chiffres, c'est genre, ok, tu dois payer un loyer, on vit à Paris, ça coûte hyper cher. Bon, là, tu as dit, tu as fait 130 000 € de chiffre d'affaires. Mais par exemple, quel a été le plus gros contrat? Et là, tu as reçu, je sais pas, 15 000 € pour faire, je sais pas, une story. Oui. C'est ça, en fait, concrètement, tu vois, de l'argent que tu as reçu, qu'est-ce qu'on te propose comme somme d'argent en tant qu'influenceuse? Ça dépend. Alors au moins un exemple type. Mais ouais, ça dépend. Non, mais j'ai autant fait des trucs, un truc il y a pas longtemps que j'ai été payé 1500 €, que j'ai fait un contrat l'année dernière avec Durex, j'ai été payé 20 000 €, tu vois, donc ça dépend, voilà, ça dépend. Mais c'est pas mon salaire du tout. Par contre, c'est que sur les 15 000 €, j'ai reçu 1 000 €. Enfin, moi, je me suis payé 1 000 € parce qu'il fallait que je paye tout avant, et que, en fait, même si mon contrat, il me rapporte 15 000 €, je le garde après pour investir dans mon entreprise. Donc, c'est ça aussi la difficulté où j'ai du mal, moi aussi, à faire la transition, c'est que micro-entreprise, c'était dans mon compte. Donc, quand je gagnais 5 000 €, j'étais là, wouhou, c'est bon, c'est direct dans mon compte. Par contre, là, c'est plus du tout dans mon compte. Donc, je gagne moins maintenant que je suis que j'ai une SASU, je sais pas, bref, on s'en fout. Je gagne moins. Donc, il y a des mois, ça va être 500 balles. Il y a des mois, quand ça va un peu mieux, c'est 1500, tu vois. Mais avec justement l'objectif que j'ai avec le droit d'auteur, c'est 1500, sachant que les droits d'auteur, les cotisations, c'est genre 13%, alors que en salaire, c'est genre 45%, un truc comme ça de cotisation. Donc j'attends d'ouvrir ce truc-là pour pouvoir me rémunérer un peu plus, parce que là, c'est sympa, mais au bout d'un moment... ça commence à être chaud. Donc en fait, non, c'est surtout que j'ai des sous de côté qui me permettent de se faire ça. Si j'avais pas eu un peu d'économie, clairement, j'aurais pas pu survivre en faisant ce taf-là, quoi, clairement. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'ai 2 questions. Je suis ingénieur financier et j'ai créé un compte sur l'éducation financière. Et du coup, par rapport à mon métier, je ne peux pas encore montrer mon visage sur mon compte. Okay. Et vous avez expliqué que
Si c'était à refaire, vous n'auriez pas forcément rattaché votre image à votre compte. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui, justement, est à l'opposé, c'est-à-dire, pour l'instant, ne peut pas montrer son visage? Et la deuxième question, c'est plus pour savoir... il y a toute la stratégie, forcément, sur Insta, en termes d'algorithme et tout, mais pas la visibilité dans la presse. La visibilité, je dirais, un peu plus impactante en dehors des réseaux. Ok. Merci. Alors, pour la première question, je pense que ça peut se faire sans se montrer. Aujourd'hui, c'est plus difficile dans le sens où on accroche les gens. Je le vois aujourd'hui. Hein. Je poste une photo, encore une fois, de moi, ça fait 72 000 vues. Je poste pas de photo, ça fait 4 000 vues. C'est rageant. Je pense que ce qui fait la différence dans ce cas-là, c'est vraiment le ton et le positionnement qui sont pris. C'est vraiment ramener un côté humain quand même. Même s'il n'y a pas le visage, il faut qu'on sente un côté humain. Et moi, je pense que ce qui a marché là-dedans, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans avant de me montrer. Et j'avais déjà, je crois, 50 000, 40, 70 000, je sais plus combien d'abonnés. Et je crois que ce qui a fait la différence, c'est le ton que j'utilisais, qui était très... là, pour la sexualité, moi, je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'avoir un ton trop académique. J'ai envie d'avoir une conversation comme j'avais. Donc, je crie comme je parle, en fait. Et je pense que ça, déjà, ça a aidé. Donc, je pense que vraiment, ne pas hésiter à trouver une identité, que ce soit dans le ton, dans le positionnement, dans les visuels, dans le message, dans tout ce que tu veux, une identité qui est quand même très forte. Enfin, par exemple, moi, il y a une personne que je suis, qui est d'ailleurs coach en business ou je sais pas quoi. Et en fait, elle écrit de manière vraiment... Waouh, des fois, genre, elle met son post, ça va être « Mets-toi un coup de pied au cul, va faire ton putain de post Instagram ». Je suis là, waouh, ok, je me fais agresser par mon feed. N'empêche que j'aime bien. Ouais, un peu maso la meuf. Mais n'empêche que du coup, ça ressort. Ça ressort vraiment beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Je suis aussi un autre... quelqu'un d'autre qui... je te dis ça, ces gens montrent quand même un peu leur visage, mais c'est pas ça qui m'a fait m'arrêter en tout cas dessus. Quelqu'un qui fait du contenu pour que les gens arrêtent d'être sur Instagram. Trop bien. Et la manière dont il le fait, il utilise vraiment... tu sais, c'est noir et blanc, c'est hyper simple, il souligne les mots importants, impactants, il utilise des mots très vraiment tac, tac, tac. Et c'est en plein... Il n'y a pas de fioritures. Moi, j'adore les fioritures, lui, il n'y a pas de fioritures, tu vois. C'est une ligne, une idée. Et ça m'impacte beaucoup. Donc je pense que dans un monde où aujourd'hui on est submergé de contenu, vraiment garder le côté humain, garder le côté... donner la valeur à ce que tu dis aussi et de pas juste je fais un compte Instagram parce qu'il faut faire un compte Instagram. Ça se multiplie les comptes qui donnent 40 000 conseils sur tout. Et parfois je vois que c'est juste... Enfin, l'autre a copié le post de l'autre qui a copié... Et c'est genre la même chose, mais juste multiplié x 10. Et je suis là, mais c'est quoi Merci, mais en fait... Toi, t'es qui? Pourquoi tu me dis ça? Donc vraiment, garder une identité, mais une personnalité, même sans montrer ton visage, je pense que c'est grave possible. Et pour ce qui est trouver de la visibilité en dehors d'Insta, je prends les conseils aussi, si tu trouves. Je galère un peu là-dessus. Je me suis un peu enfermée toute seule là-dedans, ou ce truc où en fait, du coup, on se dit que j'ai pas besoin d'autres visibilités ailleurs, puisque moi-même, j'ai ma propre visibilité, sauf qu'après, ça tourne... c'est très vite mon propre bouillon à moi, et donc du coup ça sort pas de là. Mais ne pas hésiter à soi-même démarcher. Moi, c'est un truc où j'ai mis du temps à le faire parce que je savais pas, et que quand on venait à moi, je me disais c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, je démarche moi-même les médias, je propose, je suis force de proposition, je dis ok, j'ai une idée, moi je sais faire ça. J'aimerais bien qu'on fasse ce contenu, mais ne pas hésiter à toi-même aller... En fait, tous les médias aujourd'hui, que ce soit en dehors d'Instagram ou dans Instagram ou les réseaux, cherchent à créer du contenu. C'est ça ils veulent du contenu, ils veulent du contenu qui soit spécifique, ils veulent du contenu qui soit professionnalisé. Donc du coup, si tu leur dis moi je peux vous apporter la solution à ça, ça veut dire vous co-créez le contenu et vous n'avez pas à trouver, enfin vous faites la forme, mais moi je vous apporte le fond, c'est de la valeur pour eux en fait. Donc en démarchant les gens et en disant je peux vous proposer ça, en général, voilà, donc quand même ciblé par rapport à toi, ton secteur d'activité. Mais si tu targetes, si tu as quelques médias, ok, je sais que ce magazine, ou je sais que ce média, ou cette chaîne YouTube, j'en sais rien, ok, je pourrais leur apporter ça, qui pourrait faire qu'ensemble, il y a vraiment, ça crée un nouveau contenu. Montrer que c'est là, en fait, ce que tu sais faire est quand même là. Et pas se dire, j'attends d'avoir l'opportunité pour montrer ce que je peux proposer. Mais d'avoir, en tout cas, là, un blog, enfin, ce que tu veux, mais en tout cas, des vidéos... Montrer que ton contenu il est quand même hyper qualifié, l'envoyer, et en vrai harceler les gens. En vrai, hein. Même moi, alors moi particulièrement, vu qu'il y a Q dans mon pseudo, je tombe dans les spams de tout le monde. J'harcèle.
j'envoie 40 fois. Et au bout d'un moment, la personne, si elle répond et c'est cool. C'est pas parce que 100 000 personnes lisent mon post qu'il est plus pertinent que celui d'un autre. Vraiment pas. Vraiment sur les réseaux. Et ça, certes, c'est compliqué de le montrer aux annonceurs, aux marques, aux médias. Mais il y en aura un qui va le remarquer. Une fois qu'il y en a un, il y en aura un deuxième, un troisième. Et voilà. Donc le début, c'est toujours plus chiant pour démarrer. Ton démarrage en côte, il est galère. Mais après, au bout d'un moment, la métaphore toute pétée. mais voilà. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière question. Alors bonjour déjà et merci pour toutes les infos que tu as données déjà. J'avais une petite question. Tu as beaucoup parlé du fait de bien s'entourer, de s'entourer de personnes, d'autres entrepreneurs, etc. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus sur comment tu as fait pour bien t'entourer de gens qui te comprennent? Parce qu'effectivement, moi, je pense qu'on est plusieurs à avoir cette problématique où on se lance, mais en réalité, nos proches ne font pas du tout la même chose. Ils ne comprennent pas forcément ce que c'est. Donc voilà, si tu as des conseils sur comment trouver du coup ce genre de personnes pour l'entourage. Grave. En allant à des événements déjà faits pour, il y a de plus en plus d'initiatives comme ça justement pour connecter, typiquement là pour connecter les personnes, ou en particulier les femmes qui se lancent. Il y avait aussi une application, comment ça s'appelait, Woomate? Oui, Woomate. C'est une application qui sert à connecter les chefs d'entreprise, les femmes entrepreneuses. Oui, les chefs d'entreprise. Les femmes entrepreneuses. Les femmes en général, même qui ont envie de se c'était pas forcément entreprise. Mais il y avait un gros côté entreprise aussi. Donc, utiliser justement les réseaux à cet égard-là. Il y a un truc que j'aimerais grave tester. Par contre, ça coûte une blinde, mais il existe des espèces de programmes. Là, j'ai une copine qui fait ça. Et en fait, elle est partie pendant un mois à Biarritz, au Sgore, ou je sais pas où. Et elle est que avec des entrepreneurs, c'est un petit pool d'entrepreneurs. Et du coup, c'est des gens qu'elle connaît pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui crée cette espèce de retraite de je sais pas quoi là. Et elle se retrouve avec des personnes de plein d'horizons différents, mais qui sont solopreneurs. Ah, sont du co-living, non? Ce mot, ouais. Ouais. C'est co-living. Slowpreneur, peut-être, ouais, c'est peut-être mieux. Mais qui sont tous, en tout cas, voilà, qui sont dans cette fast life. Et du coup, elle rencontre plein de gens et elle se nourrit de tout ça. Ouais, un co-living, moi, c'est ça, je crois que c'est un co-living. Donc voilà, ouais, ne pas hésiter. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que aussi petit à petit, en fait, en travaillant avec des gens au fur et à mesure, c'est juste pour une mission. Et au final, ça se passe bien et tu retravailles avec cette personne. Et au final, ça devient plus que juste professionnel. Tu vois, tu construis, tu as vraiment une vision ensemble. Petit à petit, tu vas voir que les gens de qui tu t'entoures, avec qui tu travailles, vont créer, eux-mêmes auront ce réseau-là que tu pourras rencontrer et qui pourra doucement s'expandre. Eventbrite et Meetups ont été mes meilleurs amis à un moment pour aller à tous ces rendez-vous. Je détestais ça honnêtement, j'étais un peu dans ce truc de c'est trop bizarre d'aller chercher des amis entrepreneurs, enfin tu vois, je disais c'est trop bizarre, mais en fait au final ça fait du bien de se sentir perçu et vu et reconnu pour tous nos efforts. Donc ouais, ne pas hésiter à profiter de ce genre d'initiative et à valoriser ses relations aussi, parce que mine de rien, en fait, une relation, ça s'entretient et ça doit se construire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas forcément inné de mettre du temps encore et de l'énergie dans des relations. Passé un certain âge, j'ai l'impression que les gens ont été sur le non, c'est bon, j'ai assez d'amis. Bon, ok. Donc, ouais, valoriser ses relations et ne pas hésiter. Moi, il y avait pendant un moment, c'était ok, on se donne un rendez-vous, on travaille ensemble, on sait tous les tels jours, on va travailler ensemble dans ce café, et au moins ça te fait un petit rendez-vous, et puis au fur et à mesure, tu développes des relations comme ça. Donc ouais, mais ça, c'est vraiment le côté humain, il est vraiment pas à négliger, je pense, là-dedans, et il peut vraiment faire la différence. Ça peut prendre du temps, ça se force pas, c'est comme tout. Je pense que les relations pro, on a tendance à croire que t'es à séparer le pro de l'humain, mais en fait, au final, surtout si c'est ton bébé, quoi, tu vois, ton entreprise, donc c'est important que tu sois entouré de gens qui sont dans la même démarche, quoi. Voilà. Super, merci. Je t'en prie. Merci Léa. Merci merci à vous. Merci beaucoup pour vos questions. Merci. Et merci à Astrid. Ouais. Puis félicitations pour ce premier épisode en live. Ouais, merci. C'est impressionnant là. Je suis impressionnée. Avant de terminer, je tenais à remercier toute l'équipe d'Actionaut qui a rendu cet événement possible, qui est au fond. Merci beaucoup. Je tiens à remercier toute l'équipe de la Nouvelle Scène, de m'avoir pu accueillir ce premier épisode. Je tiens à remercier ma team, accompagnatrice, tout le monde. Voilà. Et vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.